Depuis les manifestations du 19 août 2017, les différents rapports sur la situation des droits de l'homme au Togo accablent très souvent le gouvernement togolais. Mais dans la foulée, le pays s'est doté d'un ministère des droits de l'homme chargé des relations avec les institutions de la République. Alors, 5 mois après la création d'un tel ministère, quelle est la situation actuelle des droits de l'homme au Togo? Les lignes ont-elles bougé? Eh bien, ce sont à ces questions que répondront aujourd'hui le nouveau numéro de votre émission préférée, Écho du Togo. Alors, pour en parler, je dévoilerai bientôt le nom de mon invité, mais je vous propose d'abord de suivre ce reportage signé Steve Midiola. Chers invités, un dîner pour réunir les acteurs de la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme et le ministère des droits de l'homme. Ceci n'arrive pas très souvent au Togo. Pour le ministre en charge des questions liées aux droits de l'homme, initiateur de ce dîner, l'heure est venue pour que le gouvernement et les acteurs de la société civile s'accordent sur les prismes d'appréciation des réalités du terrain. Mon rôle n'est pas de venir vous dire tout est parfait dans mon pays. Le gouvernement a fait le meilleur. Nous avons fait les meilleures lois. Et nos forces de l'ordre, de sécurité, nos prisons sont 4 étoiles, etc. Vous les vivez tous les jours avec moi. Mais il y a des prismes sous lesquels vous abordez les sujets et des prismes sous lesquels le gouvernement aborde les sujets qui ne sont pas forcément les mêmes. Et qui, d'une certaine manière, apportent les divergences d'opinion et de lecture que nous avons des mêmes situations. Donc celui-là, il a encore la balle dans sa jambe. On n'a pas encore enlevé ça. Cette rencontre intervient à la veille du sommet de l'examen périodique universel au cours duquel le gouvernement togolais et les organisations de la société civile présenteront tour à tour leur rapport de mi-parcours sur l'état des droits de l'homme au Togo. Déjà du côté des organisations de la société civile, un récent rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme incrimine le gouvernement togolais sur les violations des droits de l'homme. Aussi ces derniers jours, l'on assiste à une quasi-restriction de la liberté de manifestation ainsi que des cas d'arrestation sommaire. Le gouvernement togolais essaie de serrer un peu la ceinture et de tordre un peu le cou à la liberté d'expression. Il n'est pas rare de voir quelquefois lors des manifestations. C'est vrai, je consens qu'au niveau des manifestants, il y a certains quelquefois qui posent des actes pas bien, pas honnêtes, pas appréciables, mais au même moment, nous avons nos amis forces de l'ordre et de sécurité qui, dans l'encadrement de ces manifestants, en abusent. Comme toute jeune démocratie, le Togo a encore beaucoup à prouver sur les questions liées aux droits de l'homme. Alors, ce matin, nous avons un invité de marque, c'est Monsieur le ministre lui-même qui nous honore de sa présence. Je parle bien sûr de Monsieur Christian Trimois, qui est le ministre des droits de l'homme, chargé des relations avec les institutions de la République. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci pour l'acceptation de l'invitation pour le plateau de Vox Africa. Tout l'honneur pour moi. D'accord. Monsieur le ministre, très souvent, on parle du ministère des droits de l'homme chargé des relations avec les institutions de la République. Mais le commun des mortels fait souvent la fixation sur le ministère des droits de l'homme, tout simplement. Alors, le deuxième volet, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quel est le rapport entre les deux volets, le ministère des droits de l'homme et puis les institutions de la République? Il y a un lien intime entre les droits de l'homme et les institutions, puisque, comme je le rappelle souvent, le ministre des droits de l'homme n'est pas une voie de recours. Ce sont les institutions qui garantissent les droits de l'homme. Le ministre des droits de l'homme est chargé de créer le cadre politique, le cadre normatif et institutionnel pour l'exercice des droits de l'homme. Mais en revanche, ce sont les institutions qui garantissent au jour le jour, au cas par cas, les droits de l'homme. Lorsque vous êtes victime d'une violation de vos droits, ce n'est pas au ministère des droits de l'homme qu'il faut s'adresser, c'est à la justice, à la Commission nationale des droits de l'homme, aux autres institutions médiateurs de la République, par exemple, qui peuvent prendre des initiatives dans ce domaine-là et puis vous aider à régler le problème ou à trouver un terrain d'entente amiable, selon que l'institution est d'ordre judiciaire ou c'est une institution administrative de médiation. Et donc, naturellement, un ministère qui porte le titre de ministère des droits de l'homme et qui est chargé à la fois des relations avec les institutions de la République, le message politique qui est annoncé, c'est que les droits de l'homme doivent irriguer le fonctionnement des institutions et les institutions doivent être consolidées dans une approche droits de l'homme dans tout leur fonctionnement et dans la prise en charge de leur mission. D'accord, donc le ministère des droits de l'homme chargé des relations avec les institutions de la République a été créé très récemment, il y a au moins 5 mois. On va se prêter un petit exercice comme ça se fait en Occident. On dit les 100 premiers jours du président de la République ou bien
Voilà un peu. Donc, monsieur le ministre, c'est vrai qu'il est trop tôt. Vous me direz certainement qu'il est trop tôt pour faire un bilan. Mais au cours des 5 mois, qu'est-ce que vous avez fait pour consolider les institutions de la République, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou pour garantir en fait les droits de l'homme? Alors, je ne crains pas. C'est pas parce qu'il est trop tôt, c'est plutôt parce que je crains que le temps de notre exposé absorbe la totalité du temps d'émission. En réalité, vous savez, c'est un chemin qui est long, qui est subtil parfois. La stratégie d'un ministère comme le nôtre, dans les premiers jours, naturellement, après la mise en place de l'Assemblée nationale issue des élections du 20 décembre, le premier chantier que tous les Togolais attendaient, c'était la question des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Naturellement, c'est notre ministère qui porte le projet ensemble avec les autres départements ministériels qui sont impliqués dans ce champ de travail. Donc ça a été l'une de nos toutes premières activités qui ont été prises à bras-le-corps parce qu'un travail comme celui-ci, même s'il avait été préalablement mâché par la précédente législature qui est arrivée après tout un cheminement qui est aujourd'hui connu par les uns et les autres, a un fond de dispositions qui sont acceptées sur la limitation de mandat, sur l'élection du président à 2 tours, sur la recomposition de la Cour constitutionnelle. Naturellement, il y avait un certain nombre d'autres préoccupations institutionnelles et constitutionnelles qu'il fallait prendre en compte et faire les consultations nécessaires pour arriver à des dispositions qui sont acceptées par tous. Et vous avez pu constater que le texte a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale en tenant compte de la diversité des opinions politiques qui s'y expriment. Donc nous avons pris ce travail-là sur lequel nous avons avancé et le 8 mai dernier, le texte a été adopté. D'un point de vue normatif, c'est le gros lot que nous avons fait. Le second sur lequel nous avons travaillé concernant les institutions, c'était de mettre en place rapidement la Commission nationale des droits de l'homme. Cette Commission nationale des droits de l'homme, la procédure avait été entamée sur la précédente législature, elle a été suspendue à plusieurs reprises, donc nous avons réanimé la procédure, relancer les candidatures et gérer ensemble avec l'Assemblée nationale qui désigne in fine les membres de la commission et les membres de la commission nationale ont pu prendre fonction. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de les accompagner dans l'installation et cette commission nationale est déjà sur le terrain, les uns les autres ont pu le constater. Mais à côté, il y a tout un foisonnement de législation qui se met en place. Le nouveau code de l'organisation judiciaire, sur lequel nous avons ensemble travaillé avec le ministère de la Justice, qui a été adopté en Conseil des ministres la semaine dernière, qui va bientôt être soumis à l'Assemblée nationale. À côté de ça, nous avons retravaillé par exemple sur les questions liées à la bonne gestion financière de notre pays, qui également font partie du renforcement des institutions, puisque c'est porté par la Haute Autorité de lutte et de prévention de la corruption. Et sur ce plan, la Haute Autorité a une loi cadre sur la lutte contre la corruption, sur laquelle nous travaillons encore, qui doit être affinée. Et puis, la fameuse loi qui est attendue depuis un certain temps par nos compatriotes et qui a fait l'objet d'une promesse du président de la République la veille de du 26 avril dernier, à la veille de l'anniversaire de notre indépendance nationale, c'est la procédure et les modalités de déclaration des avoirs et des biens des personnalités publiques. Ce test a beaucoup évolué aujourd'hui, a fait l'objet de diverses consultations portées également par nous, par le ministère de la Justice, par la Haute Autorité elle-même, Raplucia. Et aujourd'hui, nous sommes à une version qui devrait pouvoir passer en Conseil des ministres rapidement et être soumise au Parlement d'ici la fin de la session qui est dans 15 jours. Aujourd'hui, la Cour des comptes, par exemple, est en recomposition complète. Nous avons remis aujourd'hui sur la Cour constitutionnelle, à l'occasion des réformes, nous avons élargi la palette des institutions qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle, notamment en matière de violation des droits de l'homme. Toutes les institutions de la République, désormais, peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour faire constater une violation des droits de l'homme, un dysfonctionnement des institutions ou solliciter l'avis de la Cour constitutionnelle sur le fonctionnement normal des institutions de la République. En quelques mois, vous voyez très bien que finalement, la liste peut être encore très rallongée. Nous aurions aimé avoir plus de temps, histoire de décortiquer, mais puisque le temps nous fait défaut, certainement qu'on reviendra là-dessus lors des prochaines émissions. Monsieur le ministre, parmi toutes ces initiatives-là que vous essayez de faire tout le temps, vous initiez des choses tout le temps, mais récemment, vous avez initié une rencontre d'échange, un dîner de gala, si je peux l'appeler ainsi, avec les organisations de la société civile. Qu'est-ce que c'est? C'est une opération séduction? Ce n'est pas une opération séduction, c'est une opération décontraction. C'est une opération décontraction. Parce que, vous savez, les droits de l'homme sont des questions très sérieuses et qui font que parfois on l'aborde de façon crispée et parfois de façon tendue. Ça ne permet pas une réflexion apaisée et une approche en prenant de la hauteur. Et donc, l'idée du dîner a permis de créer le cadre de décontraction
nécessaires pour que nous puissions échanger librement, mais sérieusement sur une question d'aussi d'importance. En réalité, la soirée avait 2 buts. Premier but, c'est d'écouter d'abord les acteurs de terrain, qui sont les organisations de la société civile, de prendre en compte leurs préoccupations, de leur apporter également des réponses, et éventuellement de s'engager aussi à réaliser un certain nombre de choses possibles. Et puis la deuxième, c'est aussi de nous faire entendre par eux, en tant que gouvernement, de leur expliquer quelles sont nos priorités, quelle est notre méthode de travail, et quelles sont parfois les subtilités de la gouvernance qui leur échappent, qui font qu'ils n'ont pas toutes les clés d'interprétation, de lecture de ce qu'ils perçoivent et de la manière dont ils le perçoivent. Un gouvernement a la responsabilité de la sécurité des concitoyens, de la tranquillité, de la salubrité et d'une vie paisible, en même temps qu'il doit faire la promotion économique et créer le bien-être. Une organisation de la société civile observe, selon sa spécialisation, sur les droits politiques ou civiques, il ne verra que les droits politiques ou civiques. L'organisation de la société civile qui est spécialisée sur un droit économique ne verra que ce droit économique, et celui qui est sur les droits sociaux ne verra que le droit social. Un gouvernement, il est transversal, il doit à la fois voir l'impact des questions politiques et civiques sur la prospérité économique et sociale. Une marche qui va dans la même rue pendant plusieurs années a une incidence sur tous les commerçants de l'environnement. Il n'y a pas que la marche qui se déroule normalement, il y a tous les opérateurs économiques, tous les voisinages qui subissent le contre-coup de la marche. Oui, Par exemple, un gouvernement doit tenir compte de cette incidence-là, c'est-à-dire des effets collatéraux de l'exercice d'un premier droit. La société civile qui observe se dira, cette manifestation s'est très bien passée, ou alors elle ne s'est pas très bien passée. Mais ils ne verront pas nécessairement l'impact économique, l'impact social et peut-être les désordres et les frustrations que cela a pu générer, ou la satisfaction aussi que cela a pu générer. Donc pour le gouvernement, naturellement, il faut avoir une version transversale et c'est important d'échanger avec la société civile sur les paradigmes que nous manipulons, nous, de notre côté, et ceux sur lesquels ils sont de sorte que nous ayons une convergence de vues sur les mêmes faits. D'accord. Vous aviez tout à l'heure évoqué la question des marches. C'est vrai qu'on a prévu venir là-dessus un peu plus tard, mais quand vous dites que c'est vrai une marche qui passe, mais l'objectif, l'idéal ne serait-il pas de régler définitivement le problème qui occasionne souvent les marches? Une marche a plusieurs objectifs. Cela dépend des organisateurs, de leur but, de leur nature, de ce qu'ils ont envie de faire. Vous avez une caravane qui passe parce que nous sommes en campagne électorale, c'est une manifestation publique. Elle a pour but d'achalander, de donner du ton et pour attirer des électeurs. Vous avez des marches de protestation. Et puis vous avez des marches qui sont des caravanes culturelles. Tout cela s'inscrit dans une manifestation publique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tous considérer que le fait générateur est le même, il faut le solder à la base. Si nous prenons le dernier moment, les contestations, vous prenez par exemple diverses contestations, celles qui ont été organisées par la société civile, n'a pas le même but que celle qui est organisée par des partis politiques. Oui, mais justement, même la société civile se voit des fois ces marches interdites. Quand je prends par exemple la Ligue togolaise des droits de l'homme, qui organise même des sit-ins, rien que des sit-ins, pour dénoncer par exemple la vie chère, ceci, c'est aussi interdit. Des fois, il y a de quoi se poser des questions. Non, ce que nous faisons, j'ai entendu la société civile dire souvent qu'il y a une interdiction générale des marches. Non. La Constitution garantit à la fois le droit de manifestation, c'est la même Constitution qui garantit au pouvoir public le droit de pouvoir réguler les manifestations. Moi, je parlais tout à l'heure des sit-ins. Mais c'est la même chose, c'est une manifestation. La manifestation, vous avez celle qui est mouvante et celle qui est statique. Donc les deux font partie de la notion de manifestation. Et donc, c'est la même Constitution qui donne la base nécessaire au pouvoir public de dire lorsque l'ordre public ou la sécurité sont en danger, naturellement, vous avez constitutionnellement le droit de réguler, même peut-être l'obligation de réguler la marche. Mais alors, la même Constitution met en place un mécanisme, c'est-à-dire le recours à un juge, c'est-à-dire à une tierce personne pour apprécier si, en tant que pouvoir, nous avons débordé les limites de ce qui nous a été conféré comme prérogative, ou si les organisateurs également ont débordé les limites de ce qui est tolérable. Et sur ce mécanisme précis de justice, malheureusement, jusqu'à maintenant, beaucoup le dénoncent, mais aucun n'a pris l'initiative de saisir des juges. Justement, les organisateurs estiment que les juges prennent souvent parti, que c'est des juges inféodés au parti au pouvoir. Donc, à partir de ce moment-là, ils se disent, pourquoi aller vers ces juges-là? Nous n'avons pas la culture du juge. Vous regardez par exemple des partis d'opposition qui étaient à l'Assemblée nationale, qui avaient plus de 1/5 des députés pour saisir la Cour constitutionnelle, ne l'ont quasiment jamais fait. Et quand ils l'ont fait marginalement, ils l'ont fait sur les mauvaises questions. Et donc, nous cherchons toujours des solutions politiques
aux problèmes qui se posent et pas des solutions juridiques aux problèmes qui se posent. Ce qui fait qu'en fait, les gens ne saisissent pas le juge, c'est moins le fait qu'ils n'aient pas confiance au juge que parce qu'en réalité, ils préfèrent trouver une solution politique à la chose. Or, malheureusement, nous sommes sur un terrain sur lequel, effectivement, vous avez une considération politique, mais vous avez une considération juridique. La notion d'ordre public est d'abord une notion juridique avant d'être une notion politique. C'est-à-dire que le juge va demander au ministre, au maire ou au préfet, quelles sont les raisons qui vous ont permis soit de changer l'itinéraire de la manifestation, soit de l'interdire. Et le préfet ou le maire ou le ministre qui a pris la décision devra justifier en disant, voilà, nous avons tel élément d'information sur la sécurité. Les renseignements nous ont donné tel élément, par exemple, que la société civile n'a pas, qui nous permet de dire aux organisateurs, attention, il faudra modifier votre trajectoire ou alors il faut stopper. Là où on dirige les manifestants. Je vais vous donner 2 exemples. Il y a aussi des commerçants aussi au bord de ces routes. Oui, bien sûr, mais je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, lorsque pendant longtemps, les manifestations ont utilisé le même artère, un centre commercial, une artère commerciale à Lomé, les commerçants se sont réunis parce qu'ils ont subi beaucoup de dégâts. Ils sont venus voir le ministre de l'administration territoriale et lui ont dit, écoutez, si l'État ne prend pas ses responsabilités, nous prendrons nos responsabilités. Est-ce qu'un ministre de l'administration territoriale reste indifférent à ce que des commerçants vous disent, attention, nous avons subi des pertes énormes et nous continuons à les subir du fait de ces manifestations récurrentes qui chassent les clients de notre rue. Mais si vous ne faites rien, nous allons prendre nous-mêmes en charge la question. Ça voudrait dire quoi? Qu'il y a naturellement une menace à l'ordre public. Et c'est ce que le ministre a voulu dire en disant il faut soulager cette artère-là en déviant les manifestations ailleurs. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons perdu sur les 2 dernières années plus de 100 milliards liés aux conséquences financières des manifestations publiques. Est-ce qu'un pays comme le nôtre, c'est-à-dire nous avons perdu près de 10% de notre budget, dans 100 milliards, combien d'écoles vous mettez dans 100 milliards? Combien de centres de santé vous mettez dans 100 milliards dans un pays dans lequel nous devons renforcer le droit à la santé, le droit à l'éducation? Naturellement, quand vous prenez le droit à la santé, le droit à l'éducation, que vous voyez 100 milliards perdus pour le droit à la manifestation, vous vous posez la question de savoir, proportionnellement, est-ce qu'une manifestation peut nous coûter 100 milliards quand nous n'avons pas de quoi soigner? Je suis un ministre des droits de l'homme, naturellement, la question du droit à la manifestation, le droit à la santé, le droit à l'école me pose problème. Lorsque, en face, on me dit qu'il faut que je les sacrifie pour le droit à manifestation. Je me dis, il faut d'abord survivre, être en bonne santé, avoir une instruction, pour ensuite revendiquer par la manifestation. Et donc, si on me met en face d'un choix entre les deux, je préserve d'abord l'économie, la santé, l'éducation, et ensuite, je pense que la manifestation a toujours le temps de s'exercer. D'accord. Monsieur le ministre, nous abordons certainement la dernière partie de notre discussion. Le mois de juin et juillet sont, en tout cas, place quand même le Togo sous les feux des projecteurs parce que d'abord, il y a le PU, l'examen périodique universel, et puis le comité contre la torture. Évidemment, il se pose des histoires de rapports, des questions de rapports que le gouvernement présentera certainement pour faire la lumière sur la situation des droits de l'homme au Togo, mais également la société civile a également un rapport alternatif. Est-ce que vous faites confiance au rapport de la société civile? Nous n'avons pas à faire confiance à la société civile ou à ne pas lui faire confiance. Elle présente dans son rapport alternatif sa perception des choses. Le gouvernement fait également la présentation de son rapport, de l'exercice qu'il a fait sur ces questions et des actions qu'il a prises sur ces questions, en tenant compte également de sa connaissance, de sa perception, des pouvoirs qu'il avait pour le faire. Et donc, ces 2 rapports, en réalité, qui ne rentrent pas en opposition, on les appelle alternatifs, bien évidemment, mais ils ne sont pas en opposition. Ils présentent 2 vues différentes, c'est-à-dire le même problème vu sous différents angles. Mais vous savez, nous, les rapports de la société civile, et ce que je leur ai dit pendant ce dîner, ce que je reproche à la société civile togolaise, c'est de faire de la surenchère sur les rapports. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, la société civile togolaise, pour une grande partie, alors, il ne faut pas amalgamer tout le monde. Il y en a de très sérieux. Mais il y en a aussi, pour une grande majorité, qui sont des improvisations dans le champ des droits de l'homme. Il faut qu'ils se professionnalisent. Et malheureusement, ils font de la surenchère parce que d'une certaine manière, ils gagnent des subsides par la dénonciation permanente. Et ils ont tendance à mettre la loupe sur des petites choses, à les faire grossir inutilement pour pouvoir justifier de leur existence. Il me semble qu'ils peuvent pallier cela et redevenir plus sérieux s'ils étaient plus professionnels. Parce qu'en même temps, ça décrédibilise le rapport qui a été fait. Deuxième dimension, une partie des associations togolaises, malheureusement, trouvent leur justification dans la vie des partis politiques. On peut être une association de la société civile sérieuse, critique vis-à-vis des pouvoirs publics, sans forcément s'allier aux partis politiques, parce que ça dénature votre action. Votre action prend la coloration des partis avec lesquels vous êtes mis ensemble. D'accord, vous avez parlé tout à l'heure de la surenchère.
Et il y a le dernier rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme qui était sorti récemment. Je sais que vous avez certainement lu en tant que ministre des droits de l'homme, ça c'est clair. Je vais quand même lire le titre, lire quelques petits extraits et puis vous me direz si vous classez également ces genres de rapports dans cette catégorie de surenchère. Alors, le titre dit « Togo, la terreur contre le peuple ». C'est un rapport qui court de 31 juillet 2018 au 27 avril 2019. Bon, je me permets de lire juste le premier paragraphe. Alors, il dit « Au secours, ils fusillent les enfants ». L'actualité togolaise sur le plan des droits humains sous la dictature héréditaire d'Enyasingbe est une descente aux enfers pour le peuple martyr. D'horreur en horreur, on se dit que le pire est déjà passé, mais la répression semble engagée dans une concurrence macabre avec elle-même. Faire pire que la dernière fois sur le terrain sanglant de la terreur et de l'ignominie. Ça, c'est le premier paragraphe. Permettez juste en quelques secondes, je résume les grandes lignes de ce rapport. Ce rapport touche des grandes lignes comme par exemple assassinat et tentative d'assassinat, atteinte à l'intégrité physique, maltraitance psychologique, destruction et extorsion de biens, pillage et vol, disparition forcée, tentative d'enlèvement et menaces, et surtout les actions commises sur les mineurs. Vous pensez que c'est aussi du sensationnalisme? C'est plus que du sensationnalisme, c'est même de la manipulation de la tristesse et du deuil des familles. C'est inacceptable. Je n'ai pas voulu m'exprimer sur ce rapport, je l'ai reçu et je l'ai reçu le plus officiellement possible, transmis par ses auteurs. Vous avez lu l'introduction, le premier paragraphe, vous avez vu déjà la phrase d'appel. La phrase d'appel... Au secours, ils fusillent les enfants. Cette phrase d'appel n'est pas la phrase d'appel d'un rapport d'une organisation sérieuse. C'est la phrase d'appel d'un militant politique. Vous regardez, attention, regardez l'éditorial qui a été fait. Je ne vais pas commenter le rapport parce que dans le fond, il ne m'intéresse pas beaucoup. Pourquoi? Parce que en fait, tous les événements qui sont cités, et je vous dis encore une fois, le gouvernement togolais n'est pas dans le déni des faits. Donc, tout ce qui a été évoqué je n'ai même pas besoin de reconnaître parce que tout ce qui a été évoqué, le gouvernement s'est exprimé sur ces questions au fur et à mesure que ces événements se sont produits. Il n'y a rien de nouveau dans ce rapport qui n'ait été connu des Togolais. Maintenant, le danger de ce rapport, et c'est là où il prend un ton accusatoire qui est dangereux, y compris pour ses auteurs, c'est de situer des responsabilités là où ils n'ont pas les éléments pour les prouver. Il y a des faits. Est-ce qu'il y a eu des morts? Oui, il y en a eu. Ils ont été générés par les troubles que nous avons connus dans notre pays à un moment donné. Très bien. À ce moment-là, qui est capable de dire qui est l'auteur de quoi? Et donc, quand le rapport prend sur lui de dire, de situer des responsabilités, alors il dépasse une ligne qui n'est pas de sa compétence, sur laquelle il n'a pas d'éléments. Mais vous voyez ça, si les acteurs aujourd'hui s'attaquent ce rapport en demandant aux auteurs, prouvez que ces infractions que vous évoquez ont été commises par les personnes que vous désignez, on nous dira que nous sommes en train de faire de l'acharnement, du harcèlement sur des organisations de la société civile. Vous lisez le rapport, vous verrez qu'en aucun moment, il ne mentionne véritablement que le gouvernement s'est prononcé sur chacun des faits. Il le présente comme des faits nouveaux, on vient de découvrir des mineurs, on vient de découvrir, etc. Et puis quand on vous dit, au secours, ils tuent les enfants, il y en a combien? Même s'il y en a 4 ou 5. C'est déjà, même s'il y en a déjà un, c'est déjà de trop. C'est déjà de trop. Mais quand vous donnez le sentiment qu'il y a une sorte d'infanticide, parce que c'est le ton qui est donné au rapport. Le paragraphe que vous avez lu, ceux qui ne vont pas et qui ne font pas la comptabilité de ceux dont on parle, ont le sentiment qu'au Togo, il se produit une infanticide à échelle extraordinaire, menée par, etc., etc. Il me semble que c'est là où nous sommes dans la surenchère. Depuis les outils Sinandare. Je suis d'accord avec vous, mais quand vous évoquez en plus, quand vous évoquez sur la période que vous donnez, des faits qui sont antérieurs à cette période pour gonfler vos statistiques et démontrer que sur la dernière année, il y a eu tel nombre d'enfants qui sont tombés, etc. Il me semble que vous êtes dans la surenchère. Une fois encore, je dis la surenchère. Attention, je ne dis pas que les faits sont faux. Je dis que nous sommes dans la surenchère, c'est-à-dire l'exagération du fait. Mais vous savez... La présentation sur la forme. La forme, la façon de présenter et sur le fond, les inductions sur le fond de ce rapport ne sont de nature aujourd'hui à être non seulement contestées, contestables, mais théoriquement les auteurs devraient eux-mêmes justifier des sources qui leur ont permis aujourd'hui d'attribuer des responsabilités. C'est pour ça que je pense que la société civile, sur des questions comme celle-là, devrait avoir de la prudence. D'accord, monsieur le ministre, toujours pour aborder, parce que vous avez parlé du droit des enfants, ça m'a intéressé, toujours pour rester dans le cas de ce garçon, ce gamin Idrissou Mofidou, 12 ans, qui a été fauché par balle à bout portant, 6 mois
6 mois après, où en sont les enquêtes? Est-ce que vous en avez une idée? Je vous ai dit tout à l'heure que le ministre des droits de l'homme n'est pas une voie de recours en matière de droits de l'homme. Mais vous avez quand même des informations. Il pose des bases d'une politique qui consolide les droits de l'homme. Nous avons des organisations, nous avons des institutions qui sont spécialisées comme voie de recours. Il me semble que ces questions doivent être adressées à ces organisations dont la feuille de route est précisément d'apporter des réponses. Donc, je ne vais pas répondre à des cas particuliers, si vous permettez, sur cette question, précisément parce qu'à ce moment, je sortirai de mon rôle. Je laisse la place aux organisations qui sont chargées de ce travail, de pouvoir apporter les réponses. Vous avez une organisation qui le fait très très bien, c'est la Commission nationale des droits de l'homme, à laquelle je vous invite à inviter vous-même ici sur votre plateau, et qui pourra probablement, si elle a déjà fait le tour de ces questions, vous apporter les éléments de réponse nécessaires. Monsieur le ministre, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Un dernier mot? Sensibiliser les organisations de la société civile et tous nos compatriotes à l'importance des droits de l'homme. Ne pas banaliser la notion des droits de l'homme et ne pas surtout en faire un petit jouet, un instrument. Merci à vous, monsieur le ministre. Alors, pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin, nous sommes avec monsieur Christian Trimois, qui est le ministre des droits de l'homme et des relations avec les institutions de la République. Voilà, donc merci beaucoup à vous, monsieur le ministre. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à la prochaine.